Bonne et heureuse année 2023. Et oui, de retour pour une 7e année à la Société des Jeux. C'est pas rien. J'espère que vous êtes bien reposés dans le temps des fêtes parce que l'année 2023 ne sera pas de tout repos. Je vous réserve bien des surprises. Alors, ma planification de l'année, je vous le partage avec vous sans plus tarder. Mon actualité ludique, c'est parti. Et oui, j'ai sorti la coupe pour l'occasion, mais non, ce n'est pas du champagne ni du vin, mais bel et bien mon café pour partager ce moment privilégié que je partage chaque semaine avec vous. Donc, si vous l'écoutez lors de la publication, chaque samedi, je suis présent pour partager café, petit déjeuner et surtout mon actualité ludique avec vous. Ça ne fera pas changement cette année. C'est mon intention d'être encore une fois présent pour partager ma passion, donc partager mes expériences ludiques, les sorties de la semaine. Donc, je devrais encore être présent chaque samedi et peut-être adapter un peu la formule. Ici, bon, vous voyez, je suis au chalet, je suis entouré de neige, un des rares chanceux, parce que je sais que la planète se réchauffe et il n'y a pas beaucoup d'endroits que la neige est présente. Ici, ça va. Donc, c'est une atmosphère du temps des fêtes que j'ai eu pendant 2 semaines et ça m'a permis de jouer à énormément de jeux. Pas loin de 67 parties de jouer en 2 semaines. Alors, une famille qui découvre un peu les jeux grâce à moi, mais qui y prend goût également. Donc, c'est toujours le fun. Donc, je vous partagerai ça dans quelques instants, les jeux auxquels j'ai le plus joué dans le temps des fêtes. Mais je voulais vous partager une vidéo très spéciale cette semaine qui va peut-être chambranler un petit peu vos habitudes et les miennes, puisque j'ai fait une grosse introspection dans le temps des fêtes. J'ai arrêté pendant 2 semaines. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec la chaîne? Ça fait déjà 6 ans, j'entame la 7e année. C'est pas rien. Il y a énormément de choses qui se sont passées cette année. Bon, je me suis consacré au domaine du jeu de société puisque j'ai vendu ma compagnie de construction. Je suis en train de faire le changement à temps plein dans le monde du jeu de société. Je côtoie l'univers, mais je suis dans le média, si on veut, parce que bon, ça a commencé avec une petite chaîne de sous-sol. C'est maintenant rendu une chaîne qui est suivie par plusieurs d'entre vous. J'ai même de nouveaux collaborateurs qui sont présents cette année. Et je me dois de prendre ça un peu plus au sérieux. Donc, cette année, ça se doit d'être une année de professionnalisation de la chaîne. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais avec ça? La plupart des médias que vous écoutez sur YouTube, sur les autres plateformes, ils sont tous indirectement subventionnés par l'industrie du jeu de société. Je m'explique. J'ai accès à peu près à toutes les plateformes, donc tous ceux qui font du contenu nous envoient des offres de propositions et on paye pour faire du placement de produits et ça se paye quand même assez chèrement. Je vois ce qu'on paye pour des simples stories sur Instagram ou sur TikTok ou même des vidéos de présentation sur YouTube. Ça se chiffre dans les milliers de dollars et ce qui fait en sorte que je me pose la question personnellement. J'avais préparé un beau texte devant moi et j'ai passé la journée à présenter ça. J'ai même fait hier une belle lettre de présentation de la chaîne parce que je veux envoyer la présentation de la chaîne officiellement. Je n'ai jamais fait ça à tous les éditeurs et leur dire, ben voici la chaîne existe, voici nos statistiques, voici ce qu'on peut faire ensemble. Je vais le faire, mais je me proposais de leur proposer des tarifs selon des types de vidéos que je propose, comme à peu près tous les acteurs du jeu de société font. Et je me suis ravisé parce que je me suis dit, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez pas entendre ce que l'industrie veut vous dire. Vous voulez pas qu'on soit des porte-parole. Vous voulez qu'on partage notre sentiment par rapport au jeu, notre passion. Et c'est ce que je veux continuer à faire. Donc, je veux rester indépendant. Et ça a été ma marque de commerce depuis le début. Et je pense que si vous suivez la chaîne, c'est pour ça que vous appréciez donc le contenu de la chaîne. J'ai toujours dit ce que je pense. Bon, la plupart du temps, c'est positif parce que j'aime les jeux. Je ne suis pas quelqu'un qui va être très controversé, mais je veux garder cette liberté de parole-là. Donc, je vais communiquer avec les compagnies pour essayer de créer des liens pour avoir du contenu à vous présenter, mais je ne veux surtout pas être payé directement par eux pour le faire. Donc, je vais essayer de trouver des formules hybrides
qui va garder mon indépendance, qui va faire en sorte que mon après-carrière qui arrivera pourra continuer à être dans le monde du jeu de société, mais à être libre de vous présenter ma passion, mais surtout que vous ayez l'impression, et c'est ce que je veux avant tout, que je ne suis pas à la solde d'une compagnie pour vous vendre des produits. Ça, c'est ce que je détesterais le plus au monde, et c'est ce que je vois, la tendance qui se profile beaucoup dans... écoute, je paye présentement du monde pour faire des petites vidéos TikTok puis des choses comme ça à coût de 1000, 2000, 3000 dollars pour faire des 30 secondes et je trouve ça aberrant. Et je ne veux pas embarquer dans ce profil-là. Ça serait facile pour moi de le faire. L'audience est là, mais je ne veux pas faire ça. Donc, on va procéder d'une autre façon. C'est sûr, bon, que comme j'ai dit, on a des collaborateurs. Je vais continuer à la faire un peu plus encore avec plus de monde. C'est une formule que j'ai dès le départ pensé en pensant à la société des jeux. Je voulais que ce soit une société, je voulais pas que ce soit un one-man show, mais je pensais pas que ça allait se rendre jusque-là, puisque bon, j'ai commencé dans un sous-sol et ça a évolué au fil des années. Mais là, cette année, on a eu Rodolphe qui s'est joint, on a Steve qui est avec nous, Stéphane qui est là depuis le début. Je collabore avec Martin Lafrenière au niveau du podcast également. J'espère augmenter cette collaboration-là avec tous mes amis autour de moi pour faire en sorte qu'on ait plus de contenu à vous proposer. Ça, c'est une avenue que je veux continuer à prendre cette année. Au niveau donc de la chaîne, je me suis fait connaître avec les variantes solo. Vous êtes nombreux à les apprécier, je pense, et j'en ai beaucoup qui m'en demandent. Je veux continuer à pousser dans ce sens-là. Je veux offrir mes services également à l'industrie pour qu'on ait plus de variantes solo dans les jeux. Donc, mon défi, et je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, c'est d'avoir un 1 sur la boîte de jeu directement et non pas une variante qui existe sur BGG, mais que directement, lorsqu'on pense dans le jeu, la variante est de plus en plus présente et je pense qu'on est en bonne voie là-dessus. Donc, je vais continuer à pousser dans ce sens-là. Ce qui fait que je veux en faire un peu plus. Je vais également les mettre écrits. Je veux regrouper tout ça sur un site pour vous les rendre accessibles. Et je veux recevoir également vos demandes spéciales là-dessus. Là, ça va faire beaucoup de travail, je le sais. Mais c'est pourquoi j'ai activé la fonction « Merci » sur la chaîne. Donc, c'est une nouvelle fonction de YouTube. Lorsque vous avez des boutons de commentaires en bas, mais vous avez également un bouton de « Merci ». C'est pour donner une contribution volontaire à la chaîne. Je pense que ce serait la meilleure façon plutôt que d'arriver avec des systèmes de Kickstarter ou de Patreon. J'irai peut-être à un moment donné pour en garder mon indépendance, mais présentement, j'ai juste activé ça. Et ça vous permettra donc de remercier lorsque je fais une variante solo. Donc, ça sera surtout par rapport à ça. Vous pouvez y aller sur d'autres contenus, mais c'est là-dessus que j'ai visé. Et ça vous permettra de faire des demandes spéciales pour dire, ben moi, ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Il n'y a pas de variante solo. Est-ce que tu peux m'en créer une? À ce moment-là, je mettrai ça en priorité dans ma liste pour pouvoir vous les présenter. Donc, on va commencer avec cet aspect-là sur la chaîne. Libre à vous de participer ou pas. On verra comment on va évoluer tout ça. Mais, bon, pour l'instant, on partira avec ça. Je ne dis pas qu'à un moment donné, il n'y aura pas un Patreon, il n'y aura pas d'autre chose. On en a parlé avec Martin Lafrenière aussi avec le podcast. On va essayer de rendre ça un peu plus professionnel, un peu plus grand public, puis des meilleures collaborations avec l'industrie. On va voir comment ça va se dérouler. Ce qu'on a ensuite que je voudrais mettre de l'avant, c'est créer un saut d'excellence. Donc, je présente beaucoup de jeux. Quelquefois, j'y faisais des notations. Steve en faisait de son côté. J'aimerais standardiser notre notation sur la chaîne et atteindre, un peu comme Dice Tower le fait, lorsqu'on atteint un certain seuil où tout le monde est d'accord avec ce jeu-là, ben, ça deviendra un saut d'excellence de la chaîne ou du podcast pour pouvoir nous dire ça c'est un jeu qui a notre approbation et on n'a pas été payé pour vous le donner, c'est vraiment notre avis par rapport au jeu. Donc, j'aimerais mettre ça de l'avant cette année. Ce qui fait en sorte que je devrais faire un peu plus de top. J'ai jamais vraiment fait de top, mais là, je me suis donné comme mission durant le temps des fêtes de vraiment tout noter mes jeux de façon systématique et d'être capable de vous le partager. Alors ça sera une de mes missions au courant de l'année. De faire en sorte donc de partager ma numérotation, puis ceux qui atteindront un certain niveau auront ce fameux saut d'excellence-là. Bon, vous allez dire que ça ressemble beaucoup à Dice Tower, mon setting. C'était pas vraiment là-dessus que j'avais basé mon système, mais je m'aperçois que plus j'accélère la collaboration avec mes partenaires,
Et plus ça prend cette tangente-là, et tant mieux si on se compare aux meilleurs. Dans Star Wars, c'est une référence au niveau américain. Si on peut amener ça de notre côté et faire en sorte qu'on a une communauté qui trouve un consensus là-dessus, ben, je serais très très heureux d'atteindre ce standing-là. Ça me fera un petit velours d'avoir ça comme point de comparaison. J'ai pas de problème avec ça. Je vais passer donc également, vous savez, je vous poste ici ma vidéo à partir du chalet. Là, je m'excuse, déjà c'est fait par mon simple téléphone cellulaire cette semaine. Quelquefois c'est plus professionnel, mais je veux adapter tout ça. Et ceux qui me connaissent savent que ça fait un bout de temps que je chéris ce projet-là. C'est d'avoir un environnement au chalet pour pouvoir tourner. Derrière moi, vous avez la ludothèque du chalet. Donc ça, c'est les surplus ou les jeux plus de party que j'amène au chalet. J'en ai à peu près 300 ici au chalet. J'en ai à peu près 400-500 à la maison. Ça fait une bonne ludothèque. Et j'aimerais ça mettre de l'avant. Et ça, c'est un souhait que j'ai depuis un petit bout de temps. Mais on en a parlé dans la famille. Puis je pense que ça devrait se concrétiser au courant de l'année. Ce que je vais appeler ma cabane ludique au Canada. Donc, une espèce de lieu de rencontre dans la nature, en Mauricie, pour les adeptes de jeux de société. Donc, j'ai un autre chalet à proximité d'ici que j'ai conservé, que je n'ai pas vendu et que j'aimerais aménager pour le jeu de société. Donc, ça me permettra de rencontrer du monde du jeu de société, de faire des tournages, d'avoir des abonnés qui viendront, de faire des fins de semaine de jeu et éventuellement pour peut-être faire donc recevoir vos avis. Parce que l'avis du monde du jeu de société, des acteurs, c'est le fun d'avoir des auteurs et tout ça, mais d'avoir du monde qui sont des grands passionnés, des grands joueurs, et de savoir ce qu'ils pensent du jeu, je pense que ça a autant de valeur et c'est un peu ça que je veux partager. Donc d'avoir des gens qui vont venir jouer à des jeux de société, partager cette passion-là avec vous et je suis sûr que vous allez avoir plein de belles découvertes là-dessus. Donc, ça sera mon projet au courant de l'année d'essayer de rénover mon autre chalet pour pouvoir l'aménager en lieu ludique et éventuellement en faire un lieu de tournage. J'espère que je vais trouver le temps de le faire, mais maintenant j'ai mis de côté la construction officielle, ben, je me mettrai à la construction du chalet pour cet événement-là. Donc, je commencerai très bientôt par faire une fin de semaine en compagnie de mes amis YouTubers autour de moi, donc David, Martin, Stéphane, Steve, tous ceux qui seront autour. Je ferai une fin de semaine pour pouvoir inaugurer le projet et vous en parler plus en détail, mais c'est ce que je chéris au courant de l'année, donc c'est de mettre ça de l'avant. Ben, et qui sait, ça me donnera peut-être l'occasion aussi de ramener d'autres mondes dans la société des jeux, un peu comme Dice Tower fait, donc d'avoir des collaborateurs qui, ça leur empêchera pas d'avoir leur propre média de leur côté, mais d'avoir leur point de vue qui vont venir au niveau de la chaîne, et peut-être avoir des types de capsules différentes. Ça sera de quoi que je vais travailler au courant de l'année. Tout ça est très ambitieux. On va voir comment ça va se dérouler, si j'ai le temps de le faire. Mais bref, il faut avoir des projets dans la vie, il faut avoir des objectifs et foncer. Et c'est un peu ça que je fais depuis toujours. Et bon, ça m'a mené jusque-là, c'est pas négatif jusqu'à présent, donc je vais continuer dans cette veine-là. Bref, beau parcours ludique qui s'annonce pour 2023. Si je pense à... Cette année, j'ai mis beaucoup de l'avant le fait de jouer à des jeux de société. J'ai fait un peu moins de vidéos, malgré le fait, donc, on a eu beaucoup de vidéos sur la chaîne grâce à Steve et Rodolphe en particulier qui ont aidé. Personnellement, j'ai plus axé sur le jeu pour être capable de vous partager mes expériences ludiques. J'ai fait pas loin de 460 parties au courant de l'année, ce qui est pas mal pour moi. Ça m'a permis de découvrir près de 200 nouveaux jeux. C'est un beau parcours ludique cette année. Et à chaque année, je me mets des challenges. Je ne sais pas si vous le faites, donc sur l'application BGG. J'ai comme challenge cette année d'atteindre le plateau du 500 jeux. C'est bien parti parce que j'ai un bon début d'année. Je vais aussi jouer 50 fois avec mon ami Stéphane, ce qui a été fait l'année passée, et c'est important pour moi de continuer parce que Stéphane, c'est mon partenaire de jeu. Jouer aussi une quinzaine de fois avec Martin Lafrenière, avec David Couteau, avec Steve également. Donc, on va se mettre des opportunités de rencontres et également vous rencontrer dans différentes rencontres, dans des pubs ludiques autour de Montréal, sa banlieue nord et sud également. Et donc, ça, on va essayer de créer plus d'opportunités de se voir et je pense que ça serait agréable et bénéfique pour tout le monde. J'ai
l'index H, je ne sais pas si vous connaissez sur BGG, je suis rendu au niveau 13, donc c'est d'avoir 13 jeux joués 13 fois. Bon, c'est juste depuis que je fais la comptabilisation de mes parties sur BGG, donc ça fait pas très longtemps. Mais à chaque fois qu'on monte de niveau, donc si je tombe à 14, c'est 14 jeux 14 fois, 15, c'est 15 jeux 15 fois, et c'est exponentiel comme ça. Ça me permet d'aller revisiter ma ludothèque, et c'est un peu ce que je veux faire également, donc c'est un de mes challenges de cette année, incluant faire le ménage de ma ludothèque. Donc j'ai une ludothèque ici au chalet, j'ai une ludothèque à la maison, et ça, je vais le faire en votre compagnie. Je vais faire des vidéos, à un moment donné, comment épurer sa ludothèque, demander vos avis, conserver ce qui devrait être ma ludothèque idéale et peut-être pas nécessairement tout garder. Ça, c'est un défi à chaque fois. Et je vais faire quelques vidéos dans ce sens-là, comment construire sa ludothèque, quel jeu garder, c'est quoi une ludothèque idéale pour quelqu'un qui commence. On va faire quelques vidéos dans ce sens-là. Bref, j'ai quelques projets à suivre, donc j'espère que vous allez être avec moi pour cette année, comme à chaque samedi, donc partager café, petit déjeuner et surtout mes expériences ludiques, il y en a beaucoup. Donc, je ne sais pas c'est quoi, vous, vos résolutions de l'année au niveau ludique, mais je vous invite à me partager en commentaire qu'est-ce que vous avez l'intention de faire. Bon, dans mon cas, comme je l'ai dit, j'ai un bon planning cette année à mettre de l'avant. Ça ne sera pas facile à réaliser, mais vous savez, quand j'ai un objectif, je garde ça en tête et on fonce là-dessus. Alors, c'est ça pour cette année. Donc, rendre la chaîne un peu plus professionnelle, à faire des contacts avec le marché, avec les éditeurs, tout en restant très indépendant et en vous présentant un contenu de qualité avec des collaborateurs qui seront de plus en plus nombreux, je l'espère. Alors, expérience ludique au courant de la fin d'année. Ils ont été quand même nombreuses. On a joué, comme je dis, 67 parties en 2 semaines. Je vais parler avec Martin de Splendor Duel. J'ai la famille qui ne connaissait pas Splendor. Donc, j'ai commencé par leur amener le jeu de base Splendor, leur montrer qu'est-ce que c'était. Pour ensuite arriver avec Splendor Duel, je voulais faire la comparaison, savoir qu'est-ce qu'ils allaient préférer entre les deux. Parce que je me questionnais sur la pertinence d'avoir mis le Splendor Duel par rapport au jeu de base qui est déjà très excellent. Ça n'a pas pris très longtemps que je me suis aperçu que ma famille est rendue ont dépassé le niveau initiation. Ils sont rendus dans des getaways rapidement. Dès qu'ils ont joué à Splendor Duel, ils ont dit c'est celui-là, on adore celui-là, et ils l'ont joué en répétition. Sans même que je sois là, les filles jouent ensemble. Et c'était beau à voir, donc ça a été adopté. Donc encore une fois, Marc-André et Bruno Catala ont fait un beau travail pour une adaptation un peu plus gamer, mais qui reste encore très grand public. Donc ça a fait l'unanimité, ça a fonctionné chez nous, très apprécié. Plusieurs parties jouées au cours de la semaine avec Splendor Duel. Bravo! J'étais sceptique et j'ai été confondu. J'ai passé l'année à essayer des roll and write. Je vous laisse tester depuis longtemps Super Skill Pinball, qui est une adaptation, ce qu'on appelle ici d'une machine à boules, vous appelez ça des flippers, avec une thématique Star Trek. Je trouvais ça intéressant, donc je me le suis procuré pour le tester. J'ai grandement apprécié l'aspect, ce que je vais appeler de gravité. Donc on a l'impression que la boule vient toujours vers nous et on la repousse avec nos flippers pour atteindre certains objectifs. Ça fonctionne très bien à cette immersion-là, si on veut, au niveau mécanique. J'ai trouvé par contre que au niveau, on subissait, un peu comme dans un flipper, une machine à boules, on subit le jeu. On n'a pas énormément de contrôle sur les combos. Il y a des combos qui se font. On peut décider de l'envoyer à droite ou à gauche, mais après ça, on vit avec les chiffres qu'on a fait. Et on a un certain nombre de fois qu'on peut activer nos manettes dès qu'on a atteint le maximum, ben, la balle tombe. Et à ce moment-là, ben, on doit passer à une deuxième balle. C'est pour éviter que la partie perdure indéfiniment, ce qui fait du sens. Mais j'aurais aimé ça être capable d'avoir un aspect qui fait en sorte que je peux faire un coup extraordinaire qui dépasse tout l'entendement. C'est pas tout à fait le cas, donc j'ai apprécié les moments joués. J'aime beaucoup le matériel, c'est bien fait. Il y a plusieurs types d'appareils, donc une rejouabilité intéressante. J'aime l'immersion, mais c'est pas le genre de jeu que je vais retourner énormément souvent. Donc pour moi, c'est pas un jeu qui a atteint
ce que j'espère d'un jeu de roll and ride qui va me challenger avec des décisions difficiles à chaque fois. Donc, c'est pas ce type de jeu-là, mais ça reste un jeu intéressant. Donc, 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 45 minutes par partie. Je pense qu'il y a 4 ou 5 petites... je pense que c'est 4 types de machines. On peut alterner, ça peut se jouer à plusieurs. C'est intéressant, mais c'est pas mon préféré dans les roll and write, malheureusement. C'est un jeu que j'ai apprécié, mais que je pense pas garder dans ma ludothèque. Jeu, par contre, qu'on a grandement apprécié, c'est Cat in a Box. Donc, je vous en avais parlé, ça a été ramené des scènes. Un jeu dans lequel c'est un jeu de levée très simple, mais avec une mécanique très originale, une twist dans laquelle tous les cartes sont noirs. Il n'y a pas de couleur et c'est nous qui attribuons une couleur à la carte. Ce qui fait en sorte que c'est hyper dynamique comme partie parce que c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on coupe, quand est-ce qu'on met un atout, quand est-ce qu'on suit avec la couleur, mais il n'y a pas de couleur. Donc ça fait des parties très intéressantes. Par contre, c'est un 3 à 5 joueurs et j'avoue que à 3 joueurs, c'est bien, mais à 5 joueurs, c'est beaucoup mieux. Donc, si vous avez la chance de jouer à son maximum de joueurs, c'est là que tout sa saveur, parce qu'on a tous les chiffres de disponibles. Sinon, on doit couper le plateau et jouer seulement avec les chiffres de 1 à 6 au lieu de 1 à 9. Bref, c'est un très très bon jeu original qui va pas plaire à tout le monde, mais qui devrait en surprendre plusieurs. Donc, moi, je l'ai grandement apprécié. Donc, Cat in a Box, ça fait partie des belles découvertes et je l'ai partagé dans le temps des fêtes, ça a fonctionné. Donc, on a joué plusieurs parties. Celui, par contre, qui a fait l'unanimité et qu'on a joué à maintes et maintes et maintes reprises, c'est Scout. Scout, magnifique jeu. Encore une là de levée avec une thématique de cirque qui est plus ou moins présente, mais qui fait en sorte dans lequel on a une main de carte, on hérite de la main de carte et on ne peut pas placer nos cartes. Et c'est là la beauté de ce jeu-là. Les cartes ont deux côtés, fait qu'on peut les prendre d'un bord ou de l'autre, mais dès qu'on a choisi, on vit avec. Et c'est tout le feeling de dire, je vais jouer une carte qui n'est pas bonne, mais ça va me permettre de faire un espace entre deux pour réunir un autre combo qui, lui, va faire un autre combo. Donc, on a l'impression de faire un engine building des combos de cartes à même notre main. Bien, c'est juste nous qui le savons et pas nos adversaires. Là, on est au riz dans notre coin. À un moment donné, on arrive avec le gros combo. Et ça fonctionne super bien, c'est très rapide, c'est très dynamique, c'est vraiment un beau bijou de petit jeu. Donc, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est un passe-partout vraiment efficace, un filler, je pense qu'on ne peut pas se passer. 20 minutes, 2 à 5 joueurs, 9 ans et plus, c'est multilangue et il joue aussi bien selon le nombre de joueurs. Là, il n'y a pas vraiment d'importance parce qu'on choisit le nombre de cartes. Le nombre de tours, c'est selon le nombre de joueurs. Bref, excellent jeu. Je vous le recommande chaudement. Scout, si je vous parle de Seal of Excellence qu'on va créer, qu'on va demander à notre ami donc José de travailler là-dessus, c'est sûr que celui-là va en faire partie. Nous autres, ça a été unanime chez nous. Bang! Je vais revenir avec Salt and Pepper. Mais Mada, donc un autre petit jeu de cartes. On a joué, comme je dis, à des petits jeux. Un jeu de Sophia Wagner, c'est un jeu de chez Helvétique. Donc, j'avais rencontré la compagnie à Essen, c'est Mathilde, je pense, qui me l'a présenté. Peut-être que je me trompe de nom. Et j'avais apprécié lorsque j'y ai joué, je l'ai ramené, on l'a sorti dans le temps des fêtes et ça a été franchement un autre coup de cœur. Très simple, un jeu de pousser sa chance, dans lequel on va avoir un deck de cartes, je pense, qui fait de 1 à 13. Et on va toujours devoir réenchérir pour monter. On a une main de carte de 3 cartes et à notre tour, c'est soit on pioche, soit on joue une carte, ou soit on pousse notre chance. C'est tout ce qu'on a à faire. Et on a tout le temps le sentiment d'être sur la corde de raid dans ce jeu-là. Parce qu'on doit augmenter le nombre de cartes et c'est celui qui crée la fin de la partie. Dès qu'on ne peut pas jouer, ben celui-là va perdre ses points. Les autres vont marquer la carte qui est sur le dessus de leur défausse. Et après ça, on va continuer. C'est le nombre de petits fruits qu'on va comme ça accumuler. Très simple, très rapide, très efficace. Franchement, je ne le connaissais pas et c'est le genre de petit jeu qui se joue super bien en famille. Donc, 7 à 99 ans, 2 à 5 joueurs, 20 minutes par partie. Donc, chaudement recommandé si vous avez la chance d'essayer Mada. Ça a fonctionné chez nous. Alors, voilà.
si Salt and Pepper, je vous en ai déjà parlé, je n'en parlerai pas énormément dans la vidéo ici parce que c'est 2-3 fois qu'on en parle. Mais excellent jeu de nos auteurs favoris encore, Bruno Catala, Théo Rivière. Et c'est un petit jeu donc dans lequel on va faire des... J'essaie de voir c'est quoi le nombre de personnes. Donc c'est 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 30 minutes par partie. C'est tout simple. Dans lequel ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on met fin à la manche. Et il y a comme un sentiment de push your luck, à savoir où est-ce que mon adversaire est rendu, quand est-ce que je vais la déclencher, est-ce que je lui mets de la pression pour dire c'est moi qui ai gagné, c'est un coup final ou on va y aller au décompte de points. C'est très intéressant et il y a des beaux petits combos de cartes à faire dans ce jeu-là. Donc, beau jeu, encore une fois en famille, 2 à 4 joueurs, donc fonctionne super bien. Notre classique du Chanel pour nous, c'est Patchwork Express, 2 joueurs. C'est Uwe Rosenberg, c'est excellent. Donc, la tendance du 2 joueurs est revenue avec la COVID et il y a eu beaucoup d'adaptations. Patchwork est très bon. Patchwork Express est juste plus condensé, plus rapide, 2 joueurs, mais c'est essentiellement le même jeu. C'est super bon. Donc, si vous ne connaissez pas, ça me surprendrait énormément, mais je pense que ça a sa place dans une ludothèque. Quand je vous dis que je vais vous arriver avec une ludothèque de base parfaite, à un moment donné, dans l'année, je vais faire une petite vidéo. C'est sûr qu'on va avoir Patchwork dans les environs parce que c'est un grand classique. Je vais parler d'Habitat. Donc, Habitat, c'est un jeu de la compagnie BirdGameTable.com. C'est un jeu donc de 1 à 5 joueurs, 40 minutes par partie, 11 ans et plus. Un jeu dans lequel on va... bon, c'est la thématique. Cascadia a parti ça. Tout le monde s'est mis à faire des jeux dans ce style-là de repêchage de tuiles pour faire des habitats avec des animaux. C'est classique, ça a fonctionné, tout le monde s'essaye. C'est dans le même esprit. C'est pas plus original, c'est un jeu qui... J'ai lu les règles, c'est 2 pages de règles. J'ai lu les règles, j'ai rien compris. C'est rare. J'étais allé réécouter une petite vidéo, j'ai relu les règles et là ça fait le déclic. Bon, on se dit c'est simple, ils ont juste voulu mettre un peu trop condensé les règles, qui sortent qu'il y avait des zones un peu grises, un peu floues. Mais c'est très simple, donc on a une grille de tuiles et on va les repêcher. Ce qui est original, c'est avec une petite Jeep. Donc on a une petite Jeep qui est donc de notre couleur. On va la promener et on va aller récupérer des tuiles avec notre Jeep. Et nous, on va se créer notre propre habitat d'animaux. Et à partir de là, bon, on va aller faire des combos pour soit avoir des cartes avec des observateurs, des fleurs, des animaux, des environnements, des gates, toutes sortes de choses comme ça qui vont nous permettre de marquer des points. Donc, ça, c'est assez traditionnel. Et ça se joue un certain nombre de tours. Il y a un solo qui fonctionne plus ou moins parce que c'est un 25 tours, battre son score. Ça, c'est pas ce qu'on préfère énormément. Mais bon, j'ai fini la première partie au 2e meilleur score, donc ce qui fait en sorte qu'il était quand même assez facile. Bref, belle réalisation, un jeu qui se joue principalement à plusieurs. Il y a une version avec des meeples qui ne sert absolument à rien, à part rendre le jeu plus complexe. Les meeples de bois sont super beaux, mais ça fait en sorte que la boîte ne ferme pratiquement pas. Allez-y si vous voulez mettre la main là-dessus. Avec la version standard, c'est des petits crochets. Quand on a réussi, on met ça. Ça veut dire qu'on a réussi les conditions de la carte. On passe aux autres. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le repêchage, la façon que le repêchage des cartes s'est fait. Donc, c'est une recommandation mitigée de ma part, mais c'est quand même un produit de bonne qualité. Ready Set Bet, que j'ai amené pour le temps des fêtes parce que j'ai un beau-père qui va au casino à chaque semaine. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. C'est un jeu donc de AEG de John D. Clare dans lequel on fait des courses de chevaux et on mise sur des... C'est vraiment un tapis, comme un tapis de jeu dans les casinos. On mise avec des jetons donc sur des chevaux pour gagner la course. Ça se joue soit avec quelqu'un qui brasse les dés pour les faire avancer ou soit une application un peu plus dynamique qui va recréer un petit peu le casino, qui va faire avancer les chevaux. Ça crée des atmosphères intéressantes quand on a un gros groupe. C'est vraiment un jeu à jouer en gros groupe. Si on regarde le nombre de joueurs, donc c'est un 45 à 60 minutes, 2 à 9 joueurs. Donc si vous pouvez jouer à 8-9 joueurs, c'est l'idéal. C'est pour ça que le temps des fêtes, c'est bien. Pour moi, c'est pas vraiment un jeu de société. Je le considère comme une activité ludique.
puis il est plus en lien avec le casino. Il a été parmi les meilleurs jeux de plusieurs chaînes YouTube que j'ai vu passer au cours de la fin de l'année. Donc, il est souvent dans les top 10. C'est un bon jeu, une bonne activité ludique de party, mais je le considère plus ou moins comme un jeu parce que la seule chose qu'on fait, c'est qu'on mise sur des chevaux. C'est vraiment un jeu de hasard et je pense que Long Shot est plus intéressant au niveau mécanique de jeu de société que Ready Set Bet. C'est un très bon jeu d'atmosphère pour le temps des fêtes, mais j'ai des réserves sur la qualité, si on veut, du jeu ludique, des mécaniques de jeu. Ce que je m'étais promis d'amener, par exemple, dans le temps des fêtes, et que j'ai fait, c'est le fameux Nemo's. Donc, Nemo's War, j'avais acheté ça, je n'y avais pas encore joué. Donc, c'est la version ultime que j'avais achetée lors de la campagne Kickstarter. Et j'ai pas été déçu. Donc, c'est un jeu quand même qui date d'une certaine époque. C'est pas un jeu qui est récent, ça se paraît au niveau des mécaniques de jeu. La production est superbe. Toutes les informations sont sur le plateau de jeu. C'est pas très compliqué. Je dirais qu'il est plus intimidant au début que compliqué. Dès qu'on y a joué, j'ai retourné faire 2-3 parties après et c'était très simple. Il y a certains scénarios, donc on a des objectifs à atteindre selon les scénarios. On va être plus aventurier, plus scientifique, plus guerrier sur des parties, ce qui va changer le nombre de points par rapport aux certains objectifs. Donc on va axer notre gameplay différemment. Ça change un peu notre façon de jouer. C'est quand même pas négligeable pour un jeu solo. C'est pas uniquement un jeu solo, ça se joue à plusieurs joueurs. Il y a un mode compétitif, il y a un mode coopératif, mais je le considère comme un jeu solo. Il fait belle figure parmi le classement des jeux solo. Je pense que ça vaut la peine d'être essayé. Ceux qui apprécient vont vouloir regarder ça. Ça crée une petite histoire narrative parce que c'est un gros deck de cartes dans lequel on va passer à travers qui va nous raconter une mini-histoire. Donc, c'est qu'est-ce qui arrive dans telle situation. Nemo est confronté à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? On a des petites épreuves. C'est un jeu, par contre, de dés, de brassement de dés, de chance. Faut pas être allergique aux dés. On a quelques façons de le mitiger avec des membres de l'équipage. On peut essayer de pousser sa chance. Ma première partie a super bien été. Ma deuxième a été un peu plus catastrophique. Donc, ça peut aller vraiment des deux côtés. Mais ça a fait une belle expérience ludique au bout de la ligne. C'est un jeu qui dure quand même un certain bout de temps avec la mise en place de tout ça, mais on n'a pas un sentiment de longueur dans le jeu, c'est quand même quelque chose qui se joue bien. Donc je l'apprécie. Donc Nemo's War, c'est The Ultimate Edition qui a toutes les cartes add-on supplémentaires qui ne sert pas à grand chose que d'avoir plus de cartes et plus de variété dans le jeu. C'est pas négligeable, mais c'est pas essentiel. Donc belle découverte de Nemo's. Un jour, peut-être que les aventuriers, que Nemo pourra faire une tournée du monde sous-marin en français. Je ne sais pas si ça va arriver. Donc, on a d'ailleurs parlé de la loi 54 au Québec. Normalement, on ne pourrait pas l'avoir. Donc, tout ça, ce qui est aberrant. Mais ça serait juste logique qu'il serait disponible en français parce que Jules Verne est quand même un auteur on sait, donc de la langue française. Ça serait normal qu'on l'ait. J'ai sorti ici des campagnes Kickstarter parce que je vais continuer à en couvrir durant l'année 2023. J'en ai plusieurs qui arrivent. Donc ici, j'ai Naros Falling qui est un jeu que j'avais déjà couvert, qui a été grandement modifié, qui m'a grandement surpris. C'est un duel de chaman, illustration superbe, jeu beaucoup plus gamer que ce que je pensais dès le début. Donc, on a un mode, ici, il y a 3 modes de jeu dans la boîte de base, qui a des confrontations et des modes de difficulté différentes. Et on a également la petite boîte ici qui ajoute la variante coopérative et solo, ce qui est quand même bien pour toutes les adeptes de la chaîne. Donc, j'y ai joué durant le temps des fêtes et c'est de quoi que je veux faire ma vidéo parce que je dois envoyer ma copie au prochain reviewer pour la campagne qui arrive. Donc, début février, je pense. Alors, ça s'en vient. J'ai eu la chance de le découvrir et j'ai été très surpris. Donc, du gameplay qui est plus intense, plus immersif que je pensais.
Once Upon a Line, qui est un jeu donc, de la compagnie Perte et Fracas, donc une compagnie que j'ai déjà suivie pour un autre projet sur Kickstarter, qui arrive bientôt. Encore là, c'est une aventure narrative fantasy, essentiellement solo, avec un jeu de mécanique de découverte de mots, un jeu à gratter. Moi, dès qu'on a une originalité dans le gameplay, je suis curieux, je vais aller voir. Alors, c'est vraiment ce type de jeu-là que je recherche quand je cherche des campagnes Kickstarter pour essayer d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont inventé, qu'est-ce qui va aller plus loin dans le jeu. Alors, ça sera quelque chose que je vous présente très prochainement. Et bien sûr, Cold Baron, qui est un jeu que vous connaissez déjà en France, je pense, parce qu'il y avait une version française qui existait. On m'a dit que ça s'appelait, mon Dieu, Les Gueules Noires, quelque chose comme ça. Bref, moi je l'ai pris parce que c'est surtout Michael Kessling et Wolfgang Kramer, donc le duo de l'heure depuis le début des jeux de société, des grands classiques, c'est eux qui les ont fait. Alors, 10 ans et plus, 60 à 75 minutes, 2 à 4 joueurs. Pas de variante solo, ça aussi c'est surprenant. Alors peut-être que je m'y pencherai. Donc ça aussi c'est pour bientôt, c'est dans une semaine. Donc d'ici une semaine, vous devriez avoir ça sur la chaîne. Et j'ai sorti ça du chalet parce que je n'ai parlé dans le podcast, donc de l'autre côté du plateau. J'ai Stéphane Couture qui était présent pour me parler de ses vieux jeux. Quand je parlais de vieux jeux, ça en est un, ça. Ogre, qui est un vieux classique de Steve Jackson Game. Donc, celui qui a fait les Munchkin. Et donc, il me parlait de, je pense que c'était Battletech, un jeu de cet esprit-là. Donc, ça fait partie de mes vieux jeux qui traînent au chalet. Bref, j'en ai énormément de toutes les sortes. Et c'est ce que je veux redécouvrir au courant de l'année. Donc, revisiter ma bibliothèque, faire un peu de ménage. Puis, on fera ça ensemble pour regarder qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je garde pas. Alors, c'est ma vidéo de retour pour l'année 2023. Donc, pour vous souhaiter la bonne et heureuse année. Oui, avec un café. Et vous parler de ce qui s'en vient sur la chaîne. Donc, oui, on va brasser les choses un peu cette année. On va rester fidèle à nous-mêmes. Et j'espère que vous allez être avec nous pour cette aventure qui ne fait que continuer pour une 7e année. Et on vous réserve de belles surprises. Alors, je vous souhaite une bonne et heureuse année ludique. J'attends de vous lire. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde. À la prochaine.